Chers auditeurs, je reçois pour vous aujourd'hui un invité spécial, David Le Breton, qui est professeur à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France et chercheur au laboratoire dynamique européenne. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, entre autres Passion du risque, Anthropologie de la douleur, Éloge de la marche. Il est un des chercheurs les plus traduits dans le monde, notamment en Amérique latine. Avec lui, nous allons évoquer tout au long de cet entretien l'un de ses ouvrages, Rire, une anthropologie du rieur, paru aux éditions Métaillé en 2018. J'ai bien compris, David, que cet ouvrage s'inscrit sur tes recherches sur le corps. Pourquoi le corps et pourquoi le rire? Le rire, par contre, peut paraître plus énigmatique dans mon parcours, parce que je n'ai pas la réputation d'être un bout en train. Je ne suis pas quelqu'un qui raconte des histoires drôles sans arrêt. Donc, je crois que j'ai plutôt une réputation d'un homme sérieux, entre guillemets. Mais en même temps, le rire se rattache profondément au corps, puisque on peut dire d'ailleurs que le rire, c'est vraiment le surgissement du corps dans l'interaction. Il y a une assertion qui dit que les blagues ne sont pas que des blagues. Elles peuvent aussi nourrir les stéréotypes. Qu'en penses-tu, David? Alors, pour moi, l'humour est une manière de penser le monde aussi. Hein. C'est une sorte de détour anthropologique. C'est une manière de déconstruire l'évidence de la vie quotidienne. C'est une manière de prendre du recul et finalement de rire de ce qu'on considérait peu avant comme acquis. Donc je pense que le rire participe de la connaissance, participe du savoir, participe de nos apprentissages également, de la complexité du monde, de l'ambivalence du monde. Voilà, je le vois donc comme une forme d'apprentissage. Je pense que c'est important d'ailleurs d'enseigner aux enfants à rire, de leur raconter des histoires drôles, de leur raconter des blagues, parce que ça évite d'être collé au réel en quelque sorte, hein, de prendre le réel de plein fouet sans jamais avoir la moindre distance à son égard. L'humour, c'est une distance ludique, une distance heureuse et une manière d'analyser les choses, mais plutôt, par exemple, en sociologie, d'analyser longuement une situation, une simple blague va percuter la pensée des gens qui nous écoutent et leur faire immédiatement comprendre ce que nous aurions mis peut-être un long moment à leur expliquer en long et en large, avec des citations, etc. Il y a quelque chose donc de très économique finalement dans l'humour au regard d'une analyse, de l'analyse d'une situation, quoi. L'humour permet de comprendre les enjeux. On voit très bien ça d'ailleurs dans les entreprises, hein, où là c'est une manière de renvoyer aussi, renvoyer un message à des collègues qui par exemple ne font pas tout à fait leur boulot ou arrivent en retard. Bon, par exemple, des collègues qui arrivent en retard, on va leur dire tu as eu une panne d'oreiller ce matin, ce qui est une manière de leur dire qu'ils sont en retard et ça fait un moment qu'on bosse et que donc on a fait peut-être une partie de leur boulot. Et quand on va, par exemple, manger tous ensemble et que les plaisanteries vont énormément circuler, l'humour va être une manière de dire aux uns qu'ils bossent pas énormément, qu'ils laissent les autres faire la plus grosse part du boulot, ou alors qu'ils ne réfléchissent pas trop dans ce qu'ils font, quoi. Ils renvoient aux autres un travail qui a été à peine mâché, etc. L'humour, donc, est une manière de dire à l'autre des vérités, entre guillemets, qu'on ne pourrait pas dire de manière sérieuse, parce que ce serait perçu comme une forme d'humiliation, comme une forme une forme d'agressivité finalement. Mais avec le rire, on peut tout dire. Donc on peut dire à l'autre qu'on critique vraiment, qu'on n'est pas du tout d'accord avec sa démarche, que nous on ne ferait pas du tout ça, et que finalement en faisant ci ou en faisant ça, il a provoqué aussi des conséquences qui ne sont pas forcément les plus heureuses. Mais quand on le dit sous une forme humoristique, on ne lui fait pas la leçon. Hein, donc il va comprendre à demi-mot cet autre qui nous incommode dans le boulot, il va comprendre à demi-mot qu'il est quand même pas très correct avec ses collègues. D'accord. À l'introduction de ton livre, tu cites un auteur que je sais que tu aimes bien, Elias Canetti, qui dit « Celui qui s'observe continuellement sous tous les angles, de quoi pourrait-il
rire encore. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi de, de démarrer avec ça? Parce que moi, quand j'ai lu le livre, bah, ça m'a tout de suite fait réfléchir. Et pourtant, c'est pas forcément ce dont on a besoin au début d'un livre. Alors, oui, moi, je crois que finalement, c'est comme disait De Gaulle d'ailleurs, il n'y a pas de grands hommes pour ses domestiques. Je ne sais plus exactement la formule, mais en gros, c'est ça. Donc évidemment, chacun de nous, quand on vit dans la vie quotidienne, on connaît bien nos défauts, on sait bien nos dérisions, nos ridicules, nos insuffisances, etc. Donc effectivement, c'est vrai que si on s'observait comme ça en permanence au quotidien, on aurait moins envie de rire des autres, parce que les autres ne sont qu'un miroir un peu déformant de ce que nous sommes. En répondant à cette question, je me suis souvenu, en lisant, mais je ne sais plus exactement sur quelle page. Je ne sais pas si c'était la page 193, mais je suis pas sûr. Où tu dis, je sais pas si je vous vois, vous je tutoie. Bref, où tu dis, Dieu rit d'Adam et son rire signe la séparation. Le prénom Isaac donné au fils d'Abraham et de Sarah signifie littéralement il rira. Ça c'est parce que moi je suis croyant quand même, et ça c'est quelque chose que je connaissais pas. En même temps, ça m'a fait plaisir de lire ça, d'apprendre ça. Est-ce que tu t'intéresses aussi à la religion, à Dieu, Question redoutable. Non, pour moi, c'est un objet de recherche, un objet anthropologique majeur du monde d'aujourd'hui, puisque le religieux, évidemment, est en train de se fragmenter. Ça devient une religion à la carte, par exemple. Je pense que les religions se vivent aujourd'hui à la carte. On en a eu un exemple absolument tragique dans l'intégrisme, dans l'islam radical ces dernières années. Puis ça continue encore malheureusement. C'est-à-dire une manière de lire à sa propre manière, dans le mépris parfois de la tradition religieuse, donc de relire des textes à sa guise, ce qui contribue de toute façon à l'individualisation du religieux dans le monde d'aujourd'hui, sur laquelle j'ai souvent écrit d'ailleurs. Voilà. Bon, pour ma part, je suis plutôt, mais ça je l'ai souvent dit, je suis plutôt un polythéiste, mais plus un polythéiste dans le sens de Max Weber, qui disait que la sociologie justement doit être il disait pas ça exactement comme ça, mais pour Weber, la sociologie devait être une forme de polythéisme, c'est-à-dire une manière justement de refuser des vérités absolues, telles qu'on en trouve souvent dans les monothéismes, dans les différents monothéismes. Dieu a dit quelque chose et donc il faut faire comme Dieu l'a dit. Moi, ce que j'ai appris au Brésil, mais ce que je ressentais déjà quand j'étais tout gamin, c'est qu'il y a trop de complexité dans le monde. Il y a trop de différences qui s'expriment. Et donc, quand je suis allé au Brésil, j'ai immédiatement adoré ces polythéismes où il y a des dieux différentes dans les différents monothéismes. Dieu a dit quelque chose et donc il faut faire comme Dieu l'a dit. Moi, ce que j'ai appris au Brésil, mais ce que je ressentais déjà quand j'étais tout gamin, c'est qu'il y a trop de complexité dans le monde. Il y a trop de différences qui s'expriment. Et donc, quand je suis allé au Brésil, j'ai immédiatement adoré ces polythéismes où il y a des dieux absolument pour tout, il y a des dieux pour tout plutôt qui caractérisent des états d'esprit, des personnalités, des